Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous. On va commencer par de la musique avec Bérode. Bérode, c'est le nom de scène d'un des membres des Dalton Telegram qui se lance dans une carrière solo. On en parle dans un instant avec lui. Ensuite, nous recevrons le scénariste Jean Dufaux pour une bande dessinée qui s'appelle La Calas et Pasolini, un amour impossible. La rencontre réelle, c'est une histoire vraie entre Maria Callas et Pier Paolo Pasolini, le cinéaste italien. Histoire vraie, mais version romancée en bande dessinée. On en parlera avec Jean Dufaux. Troisième invité, le guitariste Julien Tassin qui sort un album live, Great Expectation. Il viendra le défendre très prochainement au Botanique. Et puis notre micro ouvert pour terminer, ce sera avec Seminvo Lixé. Merci d'être au rendez-vous de Connaissez-vous. On est parti. Bonjour Bérode. Bonjour. C'est bien comme ça qu'on doit vous appeler, Bérode? Oui, c'est comme ça. Ouais. On peut vous appeler Quentin aussi? On peut m'appeler Quentin aussi. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on passe d'une identité à l'autre? Moi, j'aime bien ça parce que je suis quelqu'un qui écrit des chansons et qui m'invente un peu des choses que je voudrais vivre, des choses que je fantasme, etc. Donc, j'aime bien cette idée que dans la vie, quand je vais au Spar acheter du pain, c'est Quentin Maquet, mais quand je suis sur scène et que je parle de ça, ce soit Bérode, j'aime bien ce côté où on peut se choisir une nouvelle identité pour raconter des choses totalement inventées, pour dire n'importe quoi, etc. Ça veut dire que quand vous êtes sur scène, c'est un personnage qui n'est pas vraiment vous? Ça veut dire que je me sens pas obligé de raconter des histoires qui me sont vraiment arrivées. Ouais. Il y en a peut-être qui reconnaissent votre visage et qui se disent « mais ce gars-là, je le connais ». Vous pouvez leur expliquer où ils vous ont vu? Alors soit ils m'ont croisé en rue ou dans mon village, ou alors ils sont déjà venus me voir parce qu'en effet j'avais un groupe qui s'appelait Dalton Telegram précédemment et donc voilà, ça fait 2 ans et demi que j'ai lancé ce projet Bérode, mais ça fait quand même plus longtemps que ça que je suis sur scène et que je parcours un peu ce réseau-là des scènes en Belgique et ailleurs d'ailleurs. Ouais, Dalton Telegram, ça a plutôt bien marché. Ça a plutôt bien marché, ça s'est plutôt pas mal exporté. C'était ça qui était le plus impressionnant et le plus. Moi, c'est ce qui m'a impressionné le plus avec ce projet-là, c'est que en Belgique, etc., on jouait, quoi. Mais par contre, au Québec, en Suisse et tout, là, on tournait vraiment pas mal. Et ça, c'était très gai parce que c'était une bande d'amis dans un van qui parcourait un peu la francophonie. Donc, vous en parlez voilà. au passé, c'est terminé? C'est pas terminé. Enfin, en réalité, amis, on est toujours très fort. Peut-être les chansons que j'avais écrites, le fait qu'on ait des vies un peu chargées tous les 4, ont fait que c'était plus confortable pour moi et j'étais plus à l'aise de faire un projet solo. Mon idée avec les Dalton, c'est de revenir avec quelque chose de très... un jour, mais avec quelque chose de très différent. Par exemple, aller dans un pays où on fait très bien une certaine musique et faire un album dans ce pays-là en 2-3 semaines, enfin faire quelque chose d'extraordinaire parce que le reste, j'ai l'impression qu'on en avait fait le tour. Ouais. Vous avez envie de vous asseoir, Bérode? Oui. Oui. Prenez une place sur la banquette, prenez celle pas de ce côté-là, à côté de la BD. Ok. Voilà, par ici. Vous en aviez un petit peu fait le tour. Ça veut dire qu'il y a besoin d'explorer d'autres univers pour vous? Est-ce que je peux faire une comparaison avec Gaëtan Roussel et Louise Attaque? Est-ce que ça veut dire que vous avez envie d'être dans une autre tonalité, dans d'autres sonorités que ce que vous faisiez avec le groupe Dalton Telegram, mais peut-être qu'un jour, vous y reviendrez quand même? Alors, moi, c'est pas. Je ne vais pas parler pour Gaëtan Roussel, mais moi, c'est plutôt que de changer de sonorité et de changer d'univers, c'est me donner la possibilité, en faisant un projet solo, d'être moins fidèle aux mêmes musiciens, aux mêmes personnes. En fait, c'est me donner la possibilité de rencontrer plus de gens et de faire de la musique avec plus de personnes différentes. C'était mon. En sortie de pandémie et tout ça, c'était ma résolution, c'était de me dire maintenant, je vais vers le plus de gens possible. Dès qu'il y a un talent qui me plaît, même si ça n'a pas vraiment à voir avec mon univers, etc., je vais vers lui et on travaille ensemble. Et c'est vrai qu'en 3 ans avec Bérode, j'ai travaillé avec 10 fois plus de gens différents qu'en 10 ans avec les Dalton.
Alors l'album s'appelle Les Sablières, il est sorti il y a une dizaine de jours et il y a un single qui s'appelle Le Maître du jeu, il y a un jeu de mots sur le jeu et on regarde un extrait. Tu t'es vu, tu te marres, tu m'as vu, je me marre, j'ai perdu à mon propre jeu. Qui l'eût cru, mais là c'est toi qui pars. Qui l'eût cru, mais là c'est moi qui pars. Au début, j'étais le maître du jeu. Le maître du jeu, celui qui peut tout faire, même en faire peu. Pensais que c'était peut-être une erreur, en tout cas pas le plan A. On me dit qu'elle est là, mon erreur, que tu ne reviendras pas. Pensais que t'étais un bon plan U, en tout cas pas le plan A. On me dit que c'est là que je t'ai perdu, que tu ne reviendras pas. Que tu ne reviendras plus. Tu m'as vue, souveraine, souriante, sous la haine, étendue. Même si j'en rajoute un peu, qui l'eût cru? Là c'est moi qui suis cruelle. Qui l'eût cru? Toi qui m'avais cru bête au début. Je suis la reine du jeu, la reine du jeu, celle qui peut tout faire, même en faire tout. Pensais que c'était peut-être une erreur, en tout cas pas le plan A. On me dit qu'elle est là, mon erreur, que tu ne reviendras pas. Pensais que t'étais un bon plan U, en tout cas pas le... Voilà, Le Maître du jeu par Bérode. C'est formaté pour passer à la radio, ça devrait bien tourner. Oh, j'espère maintenant. On a essayé de faire ça le plus... Allez, que ce soit le plus généreux et le plus gourmand et que ça rogne un peu au niveau de la production. Donc voilà, j'espère que ça va plaire, effectivement. C'est avec Lemon le Fix, c'est ça? Lemon Félix. Lemon Félix en Ouais. duo. C'est le principe de l'album, d'un morceau à l'autre, vous changez un petit peu le casting? J'ai des personnes qui me sont très proches, d'ailleurs avec qui je travaillais, on parlait des Dalton déjà à l'époque, qui ont travaillé sur l'ensemble des titres, mais en effet, c'est ce dont on parlait juste avant, je me suis permis de faire ici un duo, là travailler avec quelqu'un qui réalisait un titre, à un moment une autre personne, etc., en me disant que c'était un peu moi le fil rouge du bazar, mais sans me dire que forcément c'était le même line-up et le même casting pour travailler sur tous les titres, effectivement. Ouais. Et il y a aussi une souplesse dans les arrangements, l'orchestration, il y a des cordes sur certains morceaux, etc. Ça veut dire que là, on peut avoir une possibilité infinie. On n'est pas tenu par un son comme on attend le son d'un groupe comme les Dalton Telegram. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Paroles et musique, tout est de vous? Oui. Après, comme je dis, hein, c'est le principe des rencontres, c'est que chacun, un bassiste, un guitariste, un réal, etc., chacun vient y mettre... ici, ce n'était pas le propos sur cette EP-ci de venir jouer sa partition, de venir jouer quelque chose que j'avais pré-produit à la virgule près. Il y en avait quand même beaucoup de liberté au moment de l'enregistrement. Ouais. Maintenant, moi, je dois bien avouer que mon plaisir numéro 1 dans la musique, c'est le moment où je suis dans mon divan chez moi et que les paroles, les mots rencontrent des accords, des notes, que ça fait une mélodie. Tout en écrivant, on commence à se rendre compte qu'il y a un sens qui se cache peut-être là-dedans, puis à la fin, ça fait une chanson. Moi, ça reste ce miracle-là de la compo qui me plaît le plus dans la musique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Le fait que vous êtes un bon interprète, un bon compositeur ou un bon parolier? Franchement, pour être totalement honnête, d'abord, puisque une chanson, je vais faire une réponse un tout petit peu filoute, mais puisque la chanson, c'est la rencontre de mots et d'une musique, puisque moi, par exemple, je me suis jamais dit, même chez les auteurs que j'adore,
je me suis jamais dit, ah tiens, je vais lire que les paroles tout seul, comme les gens qui lisent les livrets des paroles et qui trouvent ça important et tout. Moi, c'est vraiment la musique plus les paroles qui font le job, plus... Alors, être un bon interprète, ça veut rien dire, mais c'est l'espèce d'équilibre entre les trois que j'aime bien dans la chanson, donc c'est un peu dur de répondre. Maintenant, pour être quand même honnête, si je voulais... Allez, parolier, c'est quand même... j'ai l'impression que c'est mon instrument, voilà. Je suis pas très bon guitariste, je me dis pas que je suis un chanteur de fou, qui a une tessiture au hasard et tout. Par contre, j'ai l'impression que faire sonner des mots, c'est un peu l'instrument que je maîtrise le mieux, ouais. Alors, on va voir un petit exemple de la manière dont on peut faire sonner les mots. J'ai sélectionné un tout petit passage, parce qu'il n'y a pas encore de clip, d'un autre morceau de l'album, c'est Taxi de nuit. Seul au milieu des autres, tu danses comme une cosmonaute, remuant la frange, prenant la pause, leveuse à l'overdose. Mais soudain, t'as besoin du dehors, sentir le vent qui te secoue. Et juste avant demain, dans le décor, tu m'appelles au secours. Feu, feu, feu de détresse. Dans mon taxi, tu te confesses. Je voudrais juste une adresse. J'acquiesce. Fin de nuit d'ivresse. Dans cette robe qui te compresse, tu me comptes tes maladresses. Voilà, et j'acquiesce, c'est le mot qui arrive à la fin de ce petit extrait. Elle raconte quoi cette chanson, Bérode ? Justement, par rapport si je peux revenir à ce qu'on avait dit au tout début, ce que j'aime bien dans cette chanson-là, qui s'appelle Taxi de nuit, c'est que ça raconte finalement l'histoire du taximan comme réceptacle, comme espèce de psychologue qui reçoit les anecdotes, les histoires, les drames, les ruptures, les gens à moitié sous, etc. Et donc j'aimais bien le personnage du taxi et du taximan pour raconter cette histoire-là des choses ambiguës qu'on n'ose raconter à personne, à part à son taximan. C'était ça l'idée. Et moi, je suis quelqu'un qui n'a même pas de permis de conduire. Donc c'était encore une fois la preuve que voilà, on écrit, les mots sonnent, et puis on se dit tiens, ça m'emmène vers une histoire et ça me permet de raconter quelque chose de totalement fantasmé, mais c'est le plaisir de ce projet-ci aussi. Oui, et c'est l'intérêt dans l'écriture d'écrire en prenant la plume comme si on était le personnage qui va chanter la chanson. C'est ça qui vous intéresse aussi dans votre processus créatif, hein ? Exactement. C'est peut-être ça qui m'intéresse, c'est aussi ça qui rend la chose plus simple pour moi. Ouais. Alors, c'est un album, vous allez le défendre sur scène, vous serez très bientôt au Botanique, ce sera le 10 décembre. Ouais. Quand on a un album très produit, très orchestré, comment on fait pour le défendre sur scène ? Alors, c'est une très très bonne question. C'est une très bonne question. Normalement, quand les chansons sont bonnes, on dit qu'elles doivent pouvoir marcher en guitare-voix et... je vais essayer de rester quand même humble, mais depuis 2 ans et demi, on défend mes chansons à 2 sur scène, 2 guitares, 2 voix et une grosse caisse. Donc c'est les chansons un peu à l'os, quoi, de la manière la plus épurée possible. Pas garage, mais presque. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est la chanson un peu en mode mon ami vient chez moi et on joue la guitare à 2, etc. Après, pour le Botanique, et parce que sur cette EP-ci, on a particulièrement pris du plaisir à faire sonner les batteries et les basses, qui sont vraiment les éléments un peu plus signature, on va dire, sur cette EP-ci. Pour le concert du Botac, qui est le concert de présentation de l'EP, on a décidé d'élargir un peu la formule. Et donc on sera à 4, guitare, basse, batterie et des claviers. Voilà. Et Lemon le Fix viendra. Et Lemon Félix viendra, bien sûr. C'est une surprise, donc je ne le dis pas, mais elle viendra. Voilà, mais donc, et je vais continuer à être dyslexique jusqu'au bout de l'émission. C'est aussi ma marque de fabrique. Elle choisir un nom plus facile. Ouais. Est-ce qu'il y aura déjà, on peut déjà dire qu'il y aura un deuxième album de Bérode ou on va attendre de voir si celui-là marche ou pas ? Non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose sur lequel je travaille. En fait, je reviens encore sur cette idée de vouloir travailler avec un max de gens. Depuis quelques mois, je travaille sur des chansons avec quelque chose qui s'appelle le listening collectif, qui s'appelait avant l'orchestre de chambre de Liège. Donc ce sont 18
instruments à cordes qui viennent de l'opéra, du Philharmonique de Liège, etc. et qui ont fait un collectif pour s'ouvrir à tous les styles de musique. Et donc je travaille avec Maritza, qui est l'arrangeuse et une des musiciennes du groupe, pour notamment, justement, pour arranger certaines de mes chansons. Et je voudrais bien que ce travail-là soit sur un album sur lequel je travaille petit à petit et qui sortirait vers 2025, à mon avis. Pour l'instant, l'album s'appelle Les Sablières. Il est bien sorti, il est sorti il y a une dizaine de jours et il sera donc défendu sur scène au Botanique à Bruxelles. Ce sera le 10 décembre. Bérode, je vous propose de prendre à votre gauche un premier objet, c'est une bande dessinée. Vous pouvez me lire le titre ? La Calas et Pasolini, un amour impossible. À quoi pensez-vous lorsque vous lisez ce titre ? À quoi pense... D'abord, moi, je l'ai ici à côté de moi depuis que j'ai commencé l'interview, et c'est vrai que je suis happé par... si vous avez envie de l'ouvrir, c'est le moment. Le regard de la Calas depuis le début. Donc là, pardon, j'enlève le bandeau parce qu'il tombe. Oui. Bon, écoutez, vous allez en savoir un petit peu plus. On va accueillir Jean Dufaux. Bonjour. Salut. Alors, je me mets où, moi ? Est-ce que vous pouvez vous asseoir en face de Bérode, Jean Dufaux ? D'accord. Voilà, ça sera le plus simple, bien devant le dossier. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter, scénariste de bande dessinée ? Ça, c'est ce qu'on met sur la carte de visite ? Je me présente. Allez-y. Alors voilà, ça fait une quarantaine d'années que j'écris pour l'image, parce que j'ai fait des études cinématographiques au départ, en montage et en mise en scène, à l'Institut des Arts de Diffusion, et j'ai toujours été passionné par le mot et par l'image. Voilà. Et donc j'ai voulu écrire pour l'image, et donc j'écris surtout pour la bande dessinée, énormément pour la bande dessinée, parce que c'est un vecteur, un art que j'aime bien, parce que beaucoup de choses interviennent dans ce créneau-là. Là, j'ai aussi écrit un peu pour le cinéma, je écris pour le moment pour le cinéma, mais c'est chaque fois en fonction ou d'une voix, ou d'un corps, ou d'une image. Voilà, donc c'est en collaboration. C'est l'écriture en collaboration. Ouais. Alors, on va quand même citer quelques-unes de vos BD, Jean Dufaux. Jessica Blandy, par exemple, Murena, La complainte des Landes perdues. Vous avez aussi fait un épisode de Blake et Mortimer. Deux. Voilà, c'était une dizaine d'années, hein, c'est ça, le Blake et Mortimer, je pense ? Comment ? C'était il y a une dizaine d'années, Blake et Mortimer, si je ne me trompe pas. Ouais. Vous avez lu certaines de ces BD, ça vous dit quelque chose, Bérode ? La complainte des Landes perdues, je pense que j'en ai lu. Une. C'est dommage parce que j'ai un frère qui est chanteur aussi et qui est hyper fan de BD. Vous auriez dû l'inviter, il aurait été impeccable. Ouais. Moi, je lis des romans tout le temps et des bandes dessinées, pas beaucoup. Quand Jean Dufaux parle d'écriture, d'écrire pour l'image, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous tenter, Bérode ? En tout cas, ça fait résonance parce que moi, j'écris sur du son. Et je ne me vois pas écrire, j'ai pas un texte d'avance, j'ai pas un manuscrit, c'est vraiment le son qui m'inspire. Et justement, c'est la question. Et j'avais un espèce de mettre en écriture parce que j'avais fait un truc, les rencontres d'Astafor, pour dire, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un endroit dans le village de Francis Cabrel où on va écrire des chansons et c'est chapeauté par Francis Cabrel. Et il y avait un espèce de coach en écriture qui disait pour lui c'était pareil d'écrire, il écrit des romans aussi, et puis il écrivait des textes pour Vanessa Paradis, pour Jennifer, peu importe, et il disait pour lui c'est pareil d'écrire un roman, c'est écrire quoi. Et moi je me suis toujours demandé pourquoi il disait ça, parce que moi c'est pas du tout le cas, je me vois pas du tout écrire un roman, par contre dès qu'il y a un son, dès qu'il y a une mélodie, c'est ça qui m'inspire, et c'était peut-être ça, c'est ça qui fait résonance, et je me demandais si vous, ça vous arrive si vous avez écrit des romans, peut-être c'est le cas, je ne sais pas. Oui, j'en ai. Je devais commencer par le roman, d'ailleurs. J'avais écrit d'abord un roman, puis il y a eu des circonstances qui ont fait que... mais je pense tout de même que c'est une écriture différente, le roman, parce qu'on est vraiment avec soi-même, seul, avec les résonances de ces mots. Tandis que si on participe à une équipe, en écriture, il y a tout de même quelque part aussi la personnalité de l'autre. Ouais. En musique, forcément. Ce que j'ai aimé en écrivant La Calas Pasolini, c'est que ça recoupait en fait trois choses que j'aime passionnément dans ma vie. L'une où je suis vraiment amateur, c'est la musique, forcément, les notes, la Calas, mais je ne suis pas technicien, je ne sais pas jouer de la musique, donc voilà.
Par contre, il y a le cinéma avec la présence de Pier Paolo Pasolini, et ça, c'est un secteur que je connais bien. Et alors, il y a l'écriture, il y a le mot. Et l'album résume en fait ces trois choses qui m'ont accompagné toute ma vie. La musique, les films et les romans, l'écriture. C'est ça. Alors on va voir quelques planches de cette bande dessinée, donc vous êtes le scénariste. On va commenter peut-être, qu'est-ce qu'on voit? On peut parler de la dessinatrice, Jean Dufaux. C'est une Italienne. C'est La dessinatrice, c'est une Italienne. Oui, alors Sarah Briotti, c'est bien. Quand j'ai commencé, moi, mon métier, il y a 40 ans, on se retrouvait entre auteurs dans une brasserie ou dans un restaurant belge ou parisien. Ça se faisait vraiment entre nous. Là, c'est terminé. Le monde a explosé de par les réseaux. C'est-à-dire que je travaille maintenant avec des Espagnols, des Italiens, des Américains, des Japonais, etc., etc. Et Sarah Briotti, ben, c'est une jeune Italienne qui vit à Rome, qui n'a jamais produit de bande dessinée, d'album, et par contre, elle voulait en faire. Et donc, elle a publié sur Facebook quelques planches, comme ça, de son travail, et je l'ai croisée sur Facebook. Tout simplement, elle n'avait jamais publié. Par Facebook, on est passé sur Messenger, etc., etc. On s'est contacté et finalement, je lui ai proposé de se lancer dans cette aventure qui était la Calas Pasolini, son premier album. Bon, elle avait quand même pas mal de stress pour démarrer. Par contre, en tant que romaine, en tant qu'italienne, elle pouvait m'apporter énormément de choses sur le vécu romain, sur la sensibilité d'un auteur très important en Italie, qui est Pier Paolo Pasolini. Et donc, elle m'a aidé de ce côté-là, et c'est son premier album. Donc, rencontre par Facebook. Voilà. Voilà, comme ça, comme quoi ça peut servir à quelque chose de positif, les réseaux sociaux aussi. Jean Le meilleur Dufaux, et le pire. ouais, j'aimerais que vous nous expliquiez quand même cette histoire de rencontre et de relation amoureuse, et on va mettre des guillemets, entre la Calas et Pier Paolo Pasolini, qui était homosexuel, je le signale pour ceux à qui ça aurait échappé, donc une espèce d'amour impossible. Cette histoire, elle a réellement existé. Qu'est-ce qui relève de la vérité historique et qu'est-ce qui relève de la fiction du scénariste que vous êtes? Bah alors, c'est assez juste au départ. C'est-à-dire que c'est une période difficile pour les deux artistes. Voilà, et on voit la photo, hein. Ils sont ensemble, donc ça c'est vrai. Ben les voilà tous les deux, ils sont très beaux là tous les deux. Alors, Pier Paolo, il a un compagnon officiel, si je puis dire, en dehors des amants et des occasions d'une nuit. Et ce compagnon bien lui annoncer qu'il voudrait se marier et avoir des enfants. Donc, ce qui fait que Pier Paolo, il a un problème, il se sent abandonné, et c'est un vrai chagrin d'amour. La Calas, de son côté, rentre dans sa période la plus sombre avec Onassis, c'est-à-dire que c'est terminé avec Onassis. Il faut savoir qu'elle a vraiment aimé Onassis, vraiment. C'est l'homme de sa vie, quelque part, en tout cas au niveau charnel. Et donc, tous les deux sont au creux de la vague au niveau des sentiments, des émotions. Et Pier Paolo la contacte pour jouer Médée, dans le film Médée. C'est sa seule incursion au cinéma. Elle dit oui parce elle ne sait pas trop par où aller, lui non plus. Ils se rencontrent, ils vont travailler sur ce film-là, qui sera un beat total. Hein. Médée ne va pas marcher du tout et la Calas ne jouera plus jamais au cinéma par après. Mais il y aura un véritable rapport d'affection, d'amitié, de complicité. Il y a une très belle correspondance Calas-Pasolini où chaque fois que l'un un coup de blues, se sent mal, se sent pas bien, l'autre lui vient en aide, lui dit non, tu peux pas céder, tu as des choses à dire, tu es un artiste, tu dois travailler. Le travail est une notion essentielle chez les deux, et je crois chez tout artiste. Et d'ailleurs, il y aura de grands mécènes pour la Calas. Quand la Calas travaille, elle est géniale, elle est la meilleure. Quand la Calas travaille avec, je sais pas moi, disons Visconti, un autre amour impossible, puisque homosexuel également. Quand la Calas travaille avec Pasolini, elle travaille. Avec Onassis, elle va moins travailler. On dit toujours qu'Onassis préférait à la représentation les applaudissements. Bon, ça c'est un peu pour situer le couple. Et donc ce film va se tourner, et j'ai imaginé leur rencontre à Rome, dans la Jet Set, parce que la Calas évidemment fréquentait la Jet Set. On rencontre Richard Burton, on rencontre Elizabeth Taylor. Ce qui est passionnant d'ailleurs, parce que Burton ferait aussi un sujet passionnant de roman ou de film, car c'est un personnage extrêmement controversé, particulier, attachant. Et puis, cette présentation se fait lors d'une déambulation romaine. Il faut connaître la déambulation La Nuit dans Rome. C'est une chose géniale, se balader dans Rome, imaginer, fantasmer, faire de la musique, trouver des notes, trouver des images. C'est passionnant dans la nuit romaine.
Il y a un très beau film d'ailleurs d'Antonioni là-dessus qui s'appelle Il notait la nuit. Ouais. Et puis on les revoit dans la seconde partie de l'album. Ils font un périple pour défendre le film dans l'Amérique du Sud et ils s'arrêtent au Brésil. Et là, j'ai imaginé qu'il y a un arrêt et que Pasolini veut descendre dans les favelas pour rencontrer le petit peuple, les voyous. Il aimait beaucoup les voyous. Ça lui coûtera très cher malheureusement à la fin de sa vie. Et quelque part, je m'étais dit, ce qui serait génial, c'est que ce mythe, cette femme qui a une voix extraordinaire, qui est connue dans les milieux les plus sophistiqués d'Europe et du monde, de la Scala de Milan, métropolitane, si elle pouvait chanter une des chansons les plus populaires du XXe siècle, une petite chanson toute simple, qui est même devenue un cliché, qui est La fille d'Ipanema. Il n'y a pas plus cliché que La fille d'Ipanema. Vous connaissez ce cliché, Bérode? Voilà. Je connais, oui, bien sûr. Tout le monde connaît, je pense. Francis Albert Sinatra l'a très bien chanté, d'ailleurs. Et eh bien, oui, elle est prête à chanter ça au milieu de ces favelas pour les gens défavorisés autour d'elle. Mais ça, c'est votre imagination, ça, Jean c'est Dufaux. mon imagination. Pour être bien clair, l'histoire d'amour a existé. Ce que vous nous racontez dans les favelas, c'est la liberté du scénariste. C'est la liberté du couple aussi, parce que je crois que tout personnage historique a sa liberté. On pense toujours tout connaître des gens, en fait on connaît très peu des gens. Oui, on connaît l'écume de la vague. La vague, on ne la connaît pas. Qui peut dire ce que Pasolini ressentait à certains moments dans sa chambre d'hôtel, ou un repas ou un déjeuner avec la Calas? De quoi parlait-il? Eh ben, on ne saura pas. Que se disait-il? On n'en sait pas. Donc on peut toujours investir un personnage connu, illustre, à des blancs. Et ce qui est passionnant dans l'écriture, c'est de remplir ces blancs, tout simplement. Je vous propose de marquer une pause, parce que je ne voudrais pas qu'on parle de la Calas sans entendre la voix de la Calas. Voilà, petit extrait pour se remettre la voix de la Calas dans l'oreille. Bérode, qu'est-ce que ça vous provoque comme émotion, cet extrait et magnifique. Tout ce que vient de raconter Jean Dufaux? C'est vraiment magnifique. Ça donne envie de se plonger dedans et c'est vrai que ça donne envie. Enfin, c'est parce que je parlais encore hier, parce que hier je suis allé voir un concert d'un groupe enfin c'était les Girls in Hawaii, d'un groupe d'il y a 20 ans, et donc ça nous rappelait les musiques qu'on a aimées quand on était jeune, et puis on parlait après le concert, on se disait finalement on ressasse les choses qu'on aimait quand on avait 15 ans, et puis on y retourne toujours, et ça donne envie quand même de sortir un peu de là de temps en temps et de creuser dans ce qu'on ne connaît pas, parce que finalement le chant lyrique, j'aime bien la musique classique, j'ai plus de réticence, je ne sais pas pourquoi, même quand je regarde le Reine Elisabeth, etc., j'ai plus de freins sur le lyrisme, quoi. Les voix d'opéra, c'est pas votre truc? Non, pas vraiment les chanteurs. Mais voilà, ici, la Calas, on sent qu'il y a quelque chose qu'il y a quand même quelque chose de pas discutable. Cette
amour un peu impossible entre deux grandes stars internationales, hein, une qui est chanteuse d'opéra, l'autre qui est réalisateur mais homosexuel, qui tous les deux doivent courir le monde pour des raisons professionnelles. Ça pourrait être un thème de chanson, ça, pour vous, Bérode? Ça pourrait être un thème de chanson. En tout cas, ça pourrait être une sorte de starter, d'étincelle pour inventer une chanson. Il est probable, encore une fois, que je choisirais un des personnages pour me glisser dans sa peau, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, que j'y mettrais, c'est aussi ce que vous dites, hein, j'y mettrais probablement beaucoup de ma subjectivité, mais oui, bien sûr. Jean Dufaux, si vous n'aimiez pas l'opéra, vous auriez pu écrire cette bande dessinée-là ou pas? Si je n'aimais pas l'opéra. Ouais. Oui. Alors l'opéra, j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 22-23 ans. J'étais immobilisé chez moi et mon épouse m'a donné 3-4, elle m'a des vinyles. Je me suis mis à écouter un petit peu, j'étais très Genesis, rock'n'roll, Rolling Stones, Cream, enfin tout ça. Le jazz, je m'y suis mis après. Et je me suis retrouvé confronté, je m'en souviens très bien, à la 5e et première de Gustave Mahler par Carlo Mario Giulini et Sir John Barbirolli. Et je me suis retrouvé devant la Tosca de Puccini. Et la Tosca m'a ouvert les portes de l'opéra parce que, à travers le lyrisme, au-delà du lyrisme, j'ai senti aussi une conception du personnage. C'est très intéressant, c'est aussi la mise en scène de l'opéra. C'est-à-dire qu'en bande dessinée, en roman graphique, on étudie la mise en scène. On introduit des personnages, on les fait sortir. Il faut qu'il y ait un raccord entre le dialogue et le regard. Il faut sortir, rentrer. L'opéra, c'est un autre rythme que le cinéma. C'est un rythme qui joue beaucoup sur les lumières et sur des parties de décor. Et sur un certain statisme des corps. Ils peuvent bouger, mais d'une autre façon. La rythmique est différente. Ce qui m'a toujours passionné dans mon travail, et dans vos chansons, dans tout, c'est la rythmique. Parce que je pense que la rythmique, c'est le souffle, que le souffle, c'est extrêmement personnel, et c'est ce qui fait pour moi un auteur. C'est quelqu'un qui a son rythme propre. On parle toujours des mots en littérature et en écriture. Je crois que le rythme est aussi important que le mot. Et je reconnais toujours un auteur, entre guillemets, s'il a son rythme propre. L'opéra a son rythme. Il y a des personnages, chanteurs, chanteuses, soprano, tout ce que l'on veut, qui ont leur propre rythme sur la scène. La Calas avait ce rythme. Elle avait cette émotion dans la voix, parce qu'elle ne se contentait pas de chanter, c'est ça qui est remarquable, elle était en même temps actrice de sa voix. Elle jouait le personnage. Et j'ai eu la chance de voir une représentation en noir et blanc de la Tosca. On peut la voir. Et effectivement, elle vit le rôle. Elle ne vit pas simplement sa voix, elle vit également le rôle qu'elle joue. Et c'est ce qui m'a passionné dans la Calas, et c'est ce qui m'a amené vers l'opéra tout doucement. Ouais, et c'est ce que vous racontez aussi dans cette BD. La Calas n'a pas seulement une belle voix, elle intériorise les émotions du personnage. Une BD où on match, où on fait se correspondre l'opéra et le football. Ça, c'est aussi la liberté du scénariste. C'est facile de réunir ces deux univers. C'est un peu improbable quand même, Jean Dufaux. Oui, en ce qui me concerne, c'est très improbable, puisque je ne joue pas au foot et je ne suis pas amateur de foot, je l'avoue. Par contre, ce qui est remarquable, c'est la façon dont Pasolini appréhendait le foot. D'abord, il était joueur de foot, très bon joueur de foot. C'est un homme sportif, qui savait se défendre d'ailleurs physiquement. Et quelque part, il a aussi amené une vue, un concept, je dirais, poétique sur le football. Et c'est ça qui m'a passionné. C'est cette façon de pouvoir raconter le football sous l'angle de la poésie. Et je crois que c'est ce qu'on voit dans l'album quelque part. Ce sont les mots qui s'ajustent parfaitement aux gestes, à la course du joueur. Et je me suis dit, mais c'est moi qui étais idiot, parce que tout dans la vie, finalement, est intéressant si on trouve l'angle d'attaque, le point de vue, l'angle par lequel on peut aborder la musique. Par exemple, je ne suis pas un fan du rap. J'écoute ma fille qui adore le rap et je me suis dit, c'est moi qui me place mal par rapport au rap. Je me place mal par rapport au football. Tandis que Pasolini peut être mon guide. Il va m'amener du bon côté, puisque j'aime les mots, j'aime la poésie. C'est par la poésie que je vais pouvoir écrire, pour la première fois de ma carrière,
probablement pour la dernière, un match de foot. Je ne m'attendais pas d'ailleurs à écrire un match de foot moi-même. J'ai fait, j'aurais tout fait. Voilà, et c'est aussi assez étonnant parce que c'est les 100 ans de la Calas qu'on fêtera très bientôt et donc on va aussi pouvoir parler de football avec la Calas. C'est intéressant ce qu'il vient de dire Jean Dufaux, Bérode. Oui, c'est très très intéressant. Et oui, On est tous un peu réalisateurs, il suffit de placer la caméra au bon endroit pour trouver la bonne histoire. Oui, et le foot ne peut pas être aimé si fort, de manière si démesurée, s'il n'y a pas une part d'amour de la part des gens, et s'il n'y a pas une part de poésie. Peut-être même plus le foot que les autres sports, puisqu'il y a cette démesure en termes d'amour autour de cette pratique-là, qui est finalement un sport pas si différent des autres. Ouais. Donc il y a quelque chose de passionnant, c'est vrai, dans le fait de parler de foot. Et moi, c'est justement le genre de choses qui me donnent très envie de me plonger dans cette BD notamment, qui s'appelle La Calas. Pas seulement parce que je suis fan de foot, parce que j'aime les gens qui ont un regard décalé justement sur le football. Et dans le rap, c'est souvent le cas d'ailleurs. Ouais. La Calas et Pasolini, Un amour impossible. C'est Jean Dufaux au scénario, c'est Sarah Briotti au dessin et c'est paru dans la collection Air Libre. Deuxième objet à votre gauche, Bérode, c'est un petit album. Est-ce que vous pouvez deviner de quoi il s'agit ? Je devine que c'est un album avec un très beau visuel de Julien Tassin. Pardon, j'ai pas vraiment deviné, j'ai lu. Je pouvais ? Non, mais vous pouvez. Est-ce que vous connaissez Julien Tassin ? Je connaissais de nom et de bonne réputation, mais pas tant. Eh ben, vous allez le rencontrer. Julien Tassin. Génial. Julien Tassin, d'abord petite question, est-ce que vous êtes client de chant lyrique, de la Calas et client de bande dessinée ? Est-ce que ça vous a inspiré, ce qu'on vient de raconter il y a quelques minutes ? Ce qui a été raconté m'a vraiment inspiré, m'a donné envie de creuser un peu, parce que c'est pas du tout un courant artistique que j'ai exploré et que je connais. Évidemment, quand j'ai écouté l'extrait, ça m'a touché, alors que c'était 1 minute, et ça m'a vraiment... ça m'a créé des émotions, ça m'a vraiment envie d'aller écouter, parce que aussi, je pense que la voix, il n'y a rien de plus pur, et parce que c'est direct. Alors qu'un instrument, bah, de toute façon, on doit le toucher, donc il y a déjà, c'est pas aussi direct que la voix. Et paradoxalement, moi, je suis plutôt instrumentiste, mais je pense que dans ma musique, c'est ce que j'essaye, c'est ce que j'essaie de projeter, c'est ce rapport voix et direct, le plus direct possible, que ce soit dans mon approche de l'instrument, mais aussi quand je compose. Donc je pense que d'office, c'est quelque chose qui va m'inspirer. Alors pour ce qui est du foot, j'ai jamais été vraiment passionné de foot, mais j'aime sentir la passion des gens pour quelque chose, quel que soit le média. Et quand je vois des gens qui sont portés par quelque chose, en fait, ça me touche. Jean Dufaux, si vous avez réussi à convaincre ces deux jeunes hommes ou ces deux jeunes garçons d'écouter la Calas, c'est que c'est pas une BD pour rien. Hein. Je crois surtout que ça, c'est une chose que j'ai toujours voulu défendre toute ma vie. C'est un des points essentiels, je dirais, de ma carrière. C'est qu'il y a une chose que je déteste, c'est le cloisonnement culturel. Chacun dans sa bulle et on n'est pas du tout curieux par rapport aux autres œuvres, aux autres interprétations d'une sensibilité artistique. Je pense que la musique classique, le jazz, le rock, le slam, le rap, il y a des chefs-d'œuvre et il y a des choses qui sont nulles. Dans les romans, dans les films, il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont moins bonnes. Mais en fait, nous sommes tous à la recherche de quoi ? D'une émotion, d'une chose particulière qu'on a vécue et qu'on veut retransmettre. Et nous avons tous un métier de retransmission, parce qu'on a notre métier chez nous, effectivement, on travaille tous chez nous, c'est le plus beau moment. On a raconté un certain moment, c'est quand on est chez soi, avec ses mots, avec sa musique, avec sa guitare, avec ses dictionnaires, on cherche la bonne interprétation. Ça, c'est le moment génial.
c'est le moment privilégié, c'est le moment où on est le roi du monde. Et puis après, il faut transmettre aux autres ce qu'on a ressenti. Parfois avec beaucoup de chance, avec beaucoup de succès, parfois moins. Une carrière s'est faite de haut et de bas, de chagrin et de grande joie. Donc il faut traverser aussi une carrière. C'est ce que je vous souhaite à tous les deux, c'est de traverser le temps avec une carrière. Mais quelque part, c'est très important d'être accessible et ouvert à toute forme d'expression artistique. Voilà, la sagesse de Jean Dufaux vient de parler. Il ne reste plus que ça avec l'âge, vous savez. Julien Tassin, je voudrais quand même que vous présentiez en quelques secondes, guitariste. C'est quoi votre univers à vous ? Mon univers, je pense qu'il est fait d'improvisation avant tout. Et après, les couleurs, les sonorités sont issues du blues, du rock, du jazz. Mais j'ai pas vraiment de barrière. J'ai pas de barrière stylistique, par exemple. En termes de musique, je peux m'inspirer de tout et je peux être touché par tout type de musique. Même si je connais pas toutes les musiques, j'ai pas du tout cette prétention. Je pense qu'il y a tellement de choses, c'est très difficile. Surtout quand on aime creuser. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien rentrer dans quelque chose et me plonger et vraiment m'imprégner. Donc ça prend plus de temps que juste d'essayer de tout connaître. C'est pas mon but. Mais par contre, quand quelque chose me touche, j'y vais. Et donc ma musique, elle est imprégnée de tout ça. Mais je me définirais plutôt comme improvisateur, compositeur. Ouais. Et vous avez plusieurs projets. On peut vous voir accompagner d'autres musiciens, par exemple avec Baï Camara dans le blues. On peut vous voir dans des groupes de rock et on peut vous voir en solo. On va voir un extrait de l'album que vous sortez maintenant. C'est un live et on a la chance, puisque c'est un live, qu'il y ait eu une captation vidéo aussi. On écoute 1 minute et on en reparle juste après. Allez, on va commencer par Bérode. Première réaction à ce que vous venez d'entendre. Théoriquement, ça devrait vous toucher. Ah ouais, j'adore. J'adore, c'est vraiment bien. Ouais. C'est ce que j'aime. Moi, j'aime beaucoup le jazz et j'aime quand on a quelque chose de... J'aime bien quand c'est doux, mais que ça rogne en même temps. Et je trouve que là, c'est le cas. Moi, je fais de la trompette et c'est le son de trompette que j'aime bien, qui n'est pas celui qui, justement, cuivre trop fort, qui est tout en douceur, plutôt un peu de l'école de Chet Baker, etc. Ouais, qui joue sur le souffle. Ouais, c'est ça, exactement, mais avec une guitare, avec un petit peu de crunch quand même dedans, avec un peu... Ouais, j'aime beaucoup, j'aime bien. L'avis de Jean Dufaux, sur ce que vous venez d'entendre. Ben, moi, ça me fait un peu voyager, donc c'est que ça fonctionne. Parce que si je ne voyage pas, c'est que je m'ennuie. Donc, en fait, j'ai voyagé sur des images et des impressions. Ça m'a fait penser, subitement, je suis reparti en arrière, moi, dans ma vie. Et un des premiers chocs musicaux, mais tout môme, que j'ai eu, c'était le rhythm and blues. Et Otis Redding. Et vous m'avez fait penser subitement à ça. Une autre image était intervenue, c'était Miles Davis, que j'ai vu dans le film... Enfin, joué pour le film Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle, et que j'ai retrouvé il n'y a pas si longtemps. Et donc en fait, ce qui est effrayant, ce qui est merveilleux dans cette musique, c'est qu'il y a quelque part, des tas de portes s'ouvrent en même temps.
Hein. Il y a un rythme, effectivement, tranquille, qui vous berce, qui est un faux rythme calme d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de choses qui se jouent et se dessinent dans ce rythme-là. Et vous avez des impressions qui vous ramènent à vos 15 ans, à vos 16 ans, à des gens que vous n'oublierez jamais de toute façon, parce que je pense que le rythme and blues a donné beaucoup au jazz, hein, je pense qu'on a là-dessus. Puis après aux Rolling Stones, etc., ça a joué là-dessus. Et ça m'a surtout donné des émotions personnelles de musique que j'écoutais il y a 40 ans. Donc il y a une sorte de filiation comme ça dans les notes qui vous amène, je vous dis, ce sont des portes qui s'ouvrent. Alors Julien Tassin, petite explication sur ce qu'on vient d'entendre, le nom du morceau, les musiciens, notamment le nom du trompettiste qui vous accompagne. Le nom du morceau, ça s'appelle Believe, ça veut dire croire. Pour moi, believe, croire, c'est pas croire naïvement, mais c'est justement, ça veut dire espoir. Ça veut dire que il faut toujours espérer pour avancer et pour aller de l'avant. Et c'est le message de l'album. Parce que l'album et le projet a eu plusieurs obstacles que j'ai dû surmonter et que j'ai voulu surmonter pour que ça existe. Il faut expliquer, le trompettiste c'est Jason Palmer, Oui. Ça ne devait pas être lui. Non, voilà, j'étais en contact avec Ron Miles et j'échangeais de la musique. Et puis Ron Miles, c'est un trompettiste que j'ai découvert sur des albums de Bill Frisell. Et Bill Frisell, c'est un guitariste que j'adore depuis que je suis gosse. Donc c'était un peu un rêve de jouer avec lui. On était en contact et après quelques mois, il m'a dit qu'il ne pourrait pas faire la tournée. J'avais commencé à écrire la musique pour lui en pensant à lui. Et puis j'ai appris son décès. Donc ça a été un choc. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou pas? Je me suis dit, je vais le faire, aussi en hommage pour lui, je vais continuer. Et la musique, j'ai continué à l'écrire, mais du coup, elle a pris une autre tournure aussi. Et tout le propos de l'album s'est dessiné suite à cette histoire. Tout s'est articulé autour de ça, autour de la résilience et du fait de vouloir faire exister les choses et aller au fond des choses et exister en dépit de tout ce qui peut nous empêcher parfois dans la vie d'avancer. Et c'est aussi un peu mon message dans la vie de manière générale. Et ma philosophie, c'est on doit aller là où on veut aller, en tout cas aller dans cette direction. Ouais. Et il y a Nicolas Theis à la contrebasse et Dre Palmartz à la batterie, ce sont quand même des grandes peintures qui vous accompagnent. Je voudrais qu'on voit peut-être un deuxième extrait de cet album, un petit peu plus long, et où on va davantage entendre Julien Tassin.
Julien Tassin, tout à l'heure Jean Dufaux parlait d'Otis Redding et Miles Davis, c'est quand même des références flatteuses. Bérode disait, j'aime bien quand il y a des aspérités dans la musique. Est-ce que vous acceptez qu'on dise que votre musique, il y a effectivement des aspérités, qu'il y a parfois chez vous un côté un peu torturé dans ce que vous proposez? Oui, je dirais plutôt cabossé, peut-être, ça me convient mieux. À ton âge. Oui, parce qu'il n'y a pas d'âge pour être cabossé par la vie. Ça peut commencer tôt. Mais parce que torturé, pour moi, je l'associe plus à quelqu'un qui est peut-être perdu, mais je ne pense pas être vraiment perdu. Je pense savoir très bien ce que je veux exprimer à travers ces notes. Et le côté peut-être un peu cru, je l'assume parce que c'est ce qui est moi en fait, c'est ma manière de m'exprimer. J'ai jamais cherché à avoir un son super clean, super clair, mais par contre être clair dans les idées. Et pour moi, on peut être sale dans le jeu en étant clair. Et voilà, ça la nuance. Ça s'appelle Great Expectation, c'est un album qui donc vient de sortir. Il y a une petite tournée internationale quand même, vous allez jouer pas mal à l'étranger et pour la Belgique, ce sera le 7 décembre au Botanique, 3 jours avant Bérode, prenez un abonnement au Botanique, c'est le plus simple. Ce sera avec la même formation, Julien? Oui, à la trompette, ce sera Hermon Mehari, un autre trompettiste américain qui sera là. Ouais. Est-ce qu'on vous a donné envie tous les trois de découvrir l'univers des deux autres? Est-ce que vous avez envie de lire la BD de Jean Dufaux et d'écouter vos deux albums? Je vais rentrer chez moi et non, bien sûr. Non, franchement, c'était très bon casting. Bravo, c'était très bien. Jean Dufaux, vous avez passé un bon moment? Je peux partir avec leur CD, là? Ah, il faut négocier. Non, moi j'avais une question, mais on n'a peut-être pas le temps. C'est en fait, je suis néophyte, donc je n'y connais rien. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme vous parte plutôt vers le jazz que vers le rock, pop, jeu de guitare? Parce que c'est quand même deux secteurs très différents, deux façons les tournées sont différentes, le public est différent, les revues sont différentes. Qu'est-ce qui fait qu'on aille vers le jazz plutôt que vers le rock, pop, Et il reste 30 secondes pour répondre, faut être synthétique. Je suis désolé. En fait, c'est la liberté que donne le jazz et je pense que le rock et le pop peut être à l'intérieur de cette musique, dans l'esthétique ou dans l'approche. Il y a plus de liberté dans le jazz pour vous? Pour moi, en tout cas en tant qu'instrumentiste et improvisateur, oui. Mais on peut trouver aussi sa liberté dans le rock, mais dans d'autres aspects. Mais les aspects dans lesquels le jazz permet la liberté, ils me correspondent mieux, je dirais. Eh ben, on vous souhaite à tous les trois de cultiver en tout cas votre liberté. Bérode avec l'album Les Sablières, Julien Tassin, Great Expectation et Jean Dufaux, La Calas et Pasolini, Un amour impossible. C'est l'heure de notre micro ouvert. On va retrouver un slammer, il vient du Bénin, il s'appelle Seminfo Lixley, il est accompagné par Carla Poussedou et ils vont nous proposer un titre qui s'appelle La roue tournera. Frères de l'autre bout, d'ici d'ailleurs de partout, sœurs en sueur, en sang à tous les gens à genoux, damnés et enchaînés, laissés pour compte à rebours, face au sort en sursis dont l'issue est sans secours. Force aux pauvres qui prouvent qu'au cœur de l'épreuve se trouve une brève trêve où les braves s'abreuvent. Le chagrin devient pluvieux après le temps pluvieux. Devant l'horreur, chaque héros apprend à être heureux. Un beau jour, nous serrons assez fort pour contrer les vents qui souffrent. Les soleils luiront enfin pour nous, nous aurons la liberté. Au-delà de quel mot douleur tend la douleur, de là où nous dealons sans délai avec nos peurs, seuls sous un ciel sourd au son de nos signes, suppliant que nos étoiles s'étalent et s'alignent.
Sourire serein, sans rien de sérieux sous les reins. Nous avons su vivre fiers avec une greffe de faim. Les vecteurs de victoire sont inconnus des victimes. Notre défense, la résilience, un territoire légitime. Un beau jour, nous serrons assez fort pour contrer les vents qui soufflent. Les soleils luiront enfin pour nous. Nous aurons la liberté. Nous aurons la liberté, loin des liens de tous les loups, qui nous privent de jouir de jour de joie sans jour. Le soleil luira enfin pour nous, pour fleurir nos chimères, pour que nos efforts mènent aux effets moins éphémères. Malgré les frais de ce qui nous effraie sur les fronts, il n'y a que l'amour que nous offrons aux affreux affronts. Debout comme des bouts de bois dans un fleuve, jamais plus nous n'aurons froid, qu'il vente, qu'il pleuve. Un beau jour, nous serrons assez fort pour contrer les vents qui soufflent. Les soleils luiront enfin pour nous. Nous aurons la liberté. Merci infiniment. La roue tournera, c'était une interprétation de Seminvo Lixé. Seminvo Lixé, vous pouvez aussi le retrouver sur les plateformes. Il a sorti un album, ça s'appelle « Je suis venu, j'ai vu et j'ai ». 3 petits points pour découvrir la suite. C'est donc l'album de Seminvo Lixé sur toutes les plateformes. Merci d'avoir suivi Connaissez-vous. On se retrouve la semaine prochaine.